Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Nous avons vu dans la précédente émission que la natalité de la France, de l'Europe et aussi du monde occidental atteint un niveau critique. Et ce niveau n'assure plus le renouvellement de la population. Dans le même temps, la population croît fortement dans d'autres parties du monde, à commencer par l'Afrique, et en particulier, par exemple, le Nigeria, dont la population pourrait être supérieure à celle de la Chine à la fin du XXIe siècle. Or, le Nigeria est un pays déstabilisé par le terrorisme islamique qui gagne du terrain. L'impact de ces évolutions est souvent très sous-évalué en France, entre autres dans les communications politiques ou médiatiques. Cela peut peut-être mettre en évidence des problèmes qu'on ne veut pas voir. L'effet en a certes été invoqué pour justifier la réforme des retraites, mais sans que cette question ouvre vraiment sur une politique en faveur de la natalité. Une mission d'information parlementaire travaille certes sur la question, mais aura-t-elle vraiment un effet important? On peut se le demander. Pourtant, c'est l'avenir de notre pays, voire même de notre civilisation qui est concerné. Or, les effets sont à la fois nombreux et graves. Sur le plan mondial d'abord, le déséquilibre entre pays dénatalisés et pays surpeuplés va s'aggraver, avec pour conséquence probable l'augmentation très forte de la pression migratoire sud-nord. Une part importante des pays concernés par l'explosion démographique sont en guerre, sont sous-développés économiquement, instables ou gangrénés par la corruption qui empêche le développement malgré des ressources qui peuvent être importantes. Mais ces ressources sont souvent exploitées par des multinationales, par la Chine, peu dans une logique de développement local, mais plutôt dans une logique de prédation. Faute de développement économique, la surpopulation se traduira encore plus par une misère avec des risques de famine, des exodes massifs contrôlés ou pas. L'impact géopolitique de cette évolution sera donc majeur. Cela conduirait donc nécessairement à des tensions graves sur le plan international. La concurrence appuyée sur un bas coût de travail dans ces pays risque de favoriser encore plus la désindustrialisation de la France et des pays développés. La puissance d'un pays ne repose pas sur le seul critère de l'importance de sa population, mais celui-ci joue un rôle important. Le poids des pays en dépeuplement risque d'être de moins en moins considéré. Ce sont quelques-unes déjà des conséquences possibles sur le monde. En ce qui concerne l'Europe, comme nous l'avons vu dans la précédente émission, si quelques pays résistent, l'Europe a basculé dans une logique de dénatalité. Comment ne pas voir un lien entre sa perte de puissance politique et économique et son manque de dynamisme concernant les naissances? Le recours massif à l'immigration qu'ont choisi beaucoup de pays, qui s'ajoute à l'immigration clandestine, cela crée des déséquilibres et des problèmes qui peuvent devenir politiquement explosifs, surtout si la population concernée venant de l'extérieur ne s'intègre pas.
Sur ce point, la Belgique, où les ressortissants étrangers représentent plus de 13 de la population début 2024, ainsi d'ailleurs que la Grande-Bretagne, sont souvent cités comme victimes de cette dérive, avec la perte de contrôle de zones importantes du pays. Ce qu'on appelle en France aussi les zones de non-droit, ceci pouvant être aggravé par différentes formes de communautarisme. La dérive, d'une part non négligeable de musulmans vers une forme d'intégrisme islamiste, dans ce contexte de non-intégration et de communautarisme, risque fort de créer des tensions, des affrontements, dont il est difficile de prévoir la nature et la portée, surtout dans un contexte de développement des dérives mafieuses dans certaines parties de notre pays. La libre circulation des personnes, qui résulte des accords européens de Schengen, complexifie encore la situation en interdisant toute politique migratoire nationale. Les États européens sont donc totalement dépendants des choix de l'Europe concernant l'immigration, alors que certains pays y voient une solution à la lutte contre leur dénatalité. Alors, faute d'un retour à une natalité plus dynamique et une politique d'immigration mieux maîtrisée, l'Europe, en tant qu'Europe et au niveau de chaque pays, court un risque majeur. Alors venons-en à la France. Un premier effet largement constaté, c'est le vieillissement de la population. Il a d'ailleurs été invoqué à de nombreuses reprises lors de la réforme des retraites. Le déséquilibre démographique réduisant le nombre de jeunes actifs réduit la possibilité de soutenir une population vieillissante. C'est un problème redoutable que vit également la Chine, qui, rappelons-le, avait pratiqué une politique d'enfants uniques pour réduire la surpopulation, qui se traduit maintenant par un effondrement démographique à problème. Cela se traduit d'abord par une pression donc sur les retraites et sur les dispositifs sociaux qui sont financés par des cotisations salariales. En effet, le nombre de cotisants se réduisant, le ratio cotisants-retraités diminue. Cela menace l'équilibre du système de retraite, surtout une retraite par répartition où les pensions sont financées par les cotisations des actifs. Le vieillissement de la population se traduit également par une augmentation des dépenses de santé. En effet, une population plus âgée nécessite plus de soins et en particulier plus de soins médicaux, et la part des personnes actives par rapport aux retraités alourdirait donc les cotisations sociales et les impôts. La dénatalité a aussi un impact économique. Et ceci d'abord par le ralentissement de la croissance. Moins de main-d'œuvre disponible freine le dynamisme économique. L'innovation et la productivité en sont affectées. La création de richesses est réduite à un moment où la France est menacée par sa faiblesse économique, mais aussi par sa dette abyssale. La pénurie de main-d'œuvre impacte des secteurs importants comme la santé, la construction, l'aide aux personnes, etc. Et la décroissance démographique entraîne quelque part la décroissance économique,
car la baisse de la population active réduit la consommation et donc, dans le même temps, la production. Or, les jeunes consomment plus que les retraités, ne serait-ce que pour s'équiper lorsque, par exemple, ils se marient. Cela peut donc affecter certains marchés. Une population jeune et en croissance soutient la demande de biens et de services, comme l'éducation, le logement, la santé, etc. Et cela dynamise donc certains secteurs économiques. Une population jeune peut être également source d'innovation, mais elle nécessite des investissements, bien sûr, importants en formation et en emploi. Alors, pour compenser la baisse de la population active, le gouvernement peut aussi miser sur une stratégie d'immigration de travail. Mais cela débouche sur une question: jusqu'où cette solution est-elle possible sans déstabiliser le pays, ne serait-ce que sur le plan politique, religieux et civilisationnel? La Grande-Bretagne, qui a développé le multiculturalisme comme réponse à cette question, se voit maintenant devoir gérer des problèmes extrêmement compliqués. Le débat se développe maintenant en France sur ce qui est appelé par certains le grand remplacement. Car si le recours à l'immigration n'est pas maîtrisé et si la population concernée ne s'intègre pas, elle peut supplanter à terme la population en nombre et en développement et imposer ensuite ses approches culturelles et civilisationnelles. Ce risque n'est pour l'instant que local, au moins pour la France, là où se créent des pôles d'immigrés qui ne se définissent pas comme français et qui s'agglomèrent en communauté autour de leur culture et de leur religion. Or, dans l'état actuel des choses, ce risque ne peut que s'accroître, car la population d'origine française, par l'effet multiplicateur du déficit de naissance, exigerait de plus en plus d'immigration et la population dite de souche deviendrait numériquement minoritaire et donc culturellement aussi minoritaire. Rappelons qu'une naissance qui n'a pas lieu, c'est une personne de moins, mais c'est aussi toutes les personnes qui ne naîtront pas parce que cette personne aurait donné la vie. On a donc là, effectivement, cet effet multiplicateur très important. À une époque où l'effacement de la culture chrétienne de la France est porté par des partis politiques, porté par le wokisme, une majorité qui ne se reconnaîtrait pas dans la culture judéo-chrétienne, la culture de la France, risquerait d'imposer sa culture ou au mieux créerait une culture hybride et, plus grave encore même, subirait une absence totale de racines, de repères, avec l'aggravation du relativisme que nous connaissons déjà. À ce moment-là, la France, donc, n'existerait plus, ça ne serait plus qu'un agglomérat de cultures, dont certaines issues, certes, de la culture française, mais aussi issues de cet empilement de cultures, et du coup, peut-être, d'une absence réelle de culture. Au-delà de ces risques que je viens d'évoquer, bien d'autres enjeux sociaux et culturels interviennent. D'abord, moins d'enfants, c'est la fermeture d'écoles et de services publics dans des zones rurales qui souffrent déjà ou dans des zones peu peuplées. La baisse de la population et son vieillissement conduiraient également à la mort de plus en plus de villages,
plus d'activités communales, plus de commerce, plus de vie sociale, plus de crèches, plus d'équipements, donc encore moins d'enfants. La perte de vitalité économique et culturelle de certaines régions en résulterait obligatoirement. Moins d'enfants, c'est aussi moins d'équipements, donc pour les activités sportives ou périscolaires, donc un obstacle de plus pour les familles. Moins d'enfants impacte également les solidarités intergénérationnelles. Cela est particulièrement sensible dans les pays où les enfants prennent en charge les parents en les accueillant. Ce problème affecte par exemple fortement la Chine où la tradition voulait que les enfants gardent chez eux leurs parents âgés. Chez nous, cette solidarité s'est déjà beaucoup affaiblie, avec l'éloignement souvent des enfants par rapport aux parents, éloignement géographique, avec même l'éloignement culturel parfois des enfants par rapport à leurs parents. Mais avec la baisse du nombre d'enfants, on verra cette solidarité forcément encore plus mise à l'épreuve. Un autre aspect qui se profile, les couples qui ne veulent pas plus d'un enfant sont tentés par la sélection à la naissance des enfants sur le sexe, les caractéristiques physiques de l'enfant, couleur des yeux, des cheveux, etc., l'absence de tout caractère génétique qui pourrait présenter le moindre risque. Cela est évidemment rendu possible par la fécondation in vitro et l'avortement. Le potentiel intellectuel, s'il est mesuré, pourrait également devenir un critère de vie ou d'élimination. Bon, cela n'est pas encore facilement accessible en France, mais le droit du tuer couvre l'euthanasie, l'avortement, y conduiront nécessairement. Certains pays y sont déjà largement, et les barrières qui peuvent l'éviter sautant toutes les unes après les autres, il n'y a peu de raisons de penser qu'on n'irait pas vers cette dérive eugénique. L'université Alexis Carrel, qui avait été débaptisée pour les positions eugénistes du docteur Carrel, pourra donc reprendre son nom. On peut d'ailleurs se demander si les pratiques d'interruption médicale de grossesse ne sont pas déjà une forme d'eugénisme. Alors, nous venons de voir quelques conséquences, donc, de cette évolution de la natalité, mais nous devons maintenant nous interroger sur les causes de cette baisse de la natalité. Ces causes sont multiples. En effet, la baisse de la natalité est un phénomène à la fois multifactoriel, complexe, et qui est observé dans de nombreux pays, notamment en Europe et une partie de l'Asie. Alors elles peuvent être sociologiques ou morales. La contraception et l'avortement sont à la fois un moyen et une cause de cette dépopulation, et ils jouent un rôle déterminant puisqu'ils permettent de choisir de donner ou non la vie. Cela rend possible le malthusianisme que l'on constate dans des pays où ces pratiques sont possibles et développées. Qu'on approuve ou pas ces pratiques, elles ouvrent la possibilité de retarder ou de limiter la maternité. Cela ouvre une question. Quand l'homme veut maîtriser la vie, être Dieu à la place de Dieu, est-ce qu'il ne s'expose pas à des risques qui le dépassent? Dans ce contexte, l'évolution des mentalités pèse lourd, à commencer par l'individualisme croissant qui conduit à prioriser l'épanouissement individuel. La société le favorise de plus en plus,
parfois au détriment des projets familiaux traditionnels. L'enfant devient un élément de cet épanouissement, le fameux droit à l'enfant, mais il peut être un obstacle si la famille devient un peu plus nombreuse. S'ajoute un changement des priorités dans les aspirations personnelles, carrière, voyage, loisirs, qui prennent souvent sur le désir d'enfant. Le climat très anxiogène qu'entretiennent les inquiétudes écologiques, par exemple, certains couples renoncent à avoir des enfants par crainte de l'avenir de la planète. Le stress et l'anxiété ambiante jouent aussi un rôle. Les crises sanitaires, économiques et politiques influent donc sur les décisions de procréation. La peur d'une guerre sur notre sol, qui se développe, en rajoute à ce climat d'anxiété. D'autres facteurs sont plus institutionnels. L'un pèse très lourd, c'est la généralisation du travail au féminin. C'est un aspect important de l'émancipation des femmes, et cela conduit à avoir moins d'enfants ou d'en avoir plus tard, ne serait-ce qu'en regard des difficultés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale, le manque de flexibilité au travail, le manque de structures d'accueil pour les jeunes qui dissuadent certains parents. De plus, l'évolution de la carrière, particulièrement dans des postes de haute responsabilité, peut être compromise par des maternités. Bien des féministes voient même dans la maternité un obstacle majeur à l'égalité homme-femme. Le fait de pouvoir être mère est même une réalité qui génère une distinction majeure entre hommes et femmes qui doit être gommée pour beaucoup de féministes pour avancer vers l'identité des sexes. Autre point, le coût élevé de la vie, la crainte du chômage ou de ne pas pouvoir assurer un niveau de vie satisfaisant impose le travail des deux conjoints avec le conflit entre emploi et maternité que nous venons d'évoquer. Le logement, l'éducation, les soins pour les enfants, tout cela représente un budget important, décourageant pour certains couples. L'allongement de la durée des études, qui conduit à entrer plus tard sur le marché du travail, et donc à reporter l'âge de première maternité, ou paternité d'ailleurs, a aussi un impact. Mettre un enfant au monde, c'est s'engager sur une longue période. Or, la précarisation des couples, c'est-à-dire l'absence d'engagement durable d'une part croissante des conjoints, représente un obstacle majeur au choix de donner la vie. S'ajoute à cela l'envahissement de la pornographie qui perturbe l'union conjugale au profit du plaisir, voire de la consommation de l'autre, au détriment de l'amour conjugal qui ouvre sur la vie et donc sur la procréation. Autre facteur de nature plus politique, la famille reste dans le domaine du combat. On l'a vu avec les débats sur le mariage pour tous. Une politique en faveur de la famille et de la natalité représente pour beaucoup une mise en cause de l'émancipation féministe, le retour à une approche inspirée du conservatisme de droite, même ce qu'on qualifie de vichiste. La dénatalité résulte donc comme effet collatéral de la volonté de certains partis politiques de déstructurer la famille, de la détruire en tant qu'institution. Le manque de politique familiale efficace se fait sentir. Dans certains pays, à commencer par la France, les aides à la parentalité, comme les congés parentaux, allocations, sont souvent insuffisantes ou mal adaptées. Le manque de crèches est bien un problème majeur dans bien des villes et en zone rurale.
En conclusion, il s'agit bien sûr d'un tableau incomplet, mais sombre, que je viens de présenter. Mais lorsqu'on entend une femme dire avoir un enfant est devenu un suicide social pour une femme, ou faire un enfant aujourd'hui, c'est accepter de perdre du temps et de l'argent et parfois sa carrière, ça montre la gravité et la complexité du problème. Est-ce étonnant dans une société qui dérive vers ce qu'on nomme la culture de la mort? Nous allons voir dans la prochaine émission que des actions sont possibles, que la dénatalité n'est pas une fatalité et que ça n'en est une que si nous l'acceptons sans chercher à nous donner les moyens de répondre à certaines de ces causes. C'est donc ce que nous essayerons de voir dans la prochaine émission. En attendant, chers amis, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.